Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie C du DS6. On étudie un massicot. Alors ce genre de dispositif, ça sert à faire des découpes propres. Donc vous avez par exemple du papier, hein, vous avez une lame en fait que vous allez baisser et ça va couper proprement votre feuille de papier. Donc on peut aussi découper d'autres matériaux, mais bon, ça à la limite, c'est pas très intéressant, hein. Moi je m'intéresse en fait à la forme de la lame pour que l'angle de découpe soit à peu près constant. Hein, alors l'angle de découpe à peu près constant, c'est utile parce que si vous avez un angle de découpe trop important, c'est-à-dire que vous avez la partie qui découpe et la partie qui est fixe, donc vous imaginez la lame qui vient couper comme ça, si l'angle est trop important, en fait ça risque de pousser l'objet que vous voulez couper. Et inversement, si l'angle de découpe est trop important, donc vous avez le support ici et la lame quasiment qui arrive avec un angle trop peu important, vous allez plutôt avoir tendance à écraser ce que vous voulez découper. Donc il y a certainement un angle optimal de découpe. Donc je vais supposer dans cette partie que cet angle il est constant. On va l'appeler alpha dans la suite de l'énoncé. Et une fois qu'on a trouvé la forme de la lame qui va bien, on va se poser la question de comment je dois bouger le massicot pour que le point de découpe, donc c'est l'endroit où je fais ma découpe, se déplace à vitesse constante. Donc ça, ce sera à la fin de la partie. Alors dans la question 1, ce qu'on vous demande, c'est la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc bon, là c'est vraiment la question de cours. On vous demande même pas la démonstration. Donc il suffit juste de la donner. Donc on a ceci. Donc c'est R point suivant E de R. Rθ point suivant Eθ. Et Z point suivant E de Z. Donc on ne vous demande pas la démonstration, donc vous donnez les résultats directement. Alors si jamais vous vous en souvenez plus, il faut refaire la démonstration. Je vous invite à consulter d'autres vidéos sur la chaîne où justement je parle de la vitesse et de l'accélération en coordonnées cylindriques. Donc voici pour la première question. La deuxième question, on va commencer à mettre en équation l'équation du fil de la lame. C'est ça qui m'intéresse dans un premier temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais compléter le schéma et je vais considérer un déplacement élémentaire le long du fil de la lame. Ce que je constate, c'est que quand je me déplace sur la lame, je vais m'éloigner du centre de rotation de la lame. Et je vais également me déplacer latéralement. Θ va varier un petit peu. Et je me doute bien qu'il y a une relation entre les deux. Lorsque R augmente un petit peu, θ, il faut qu'il augmente un petit peu pour que je suive la trajectoire de la lame. Donc on va mettre ça en équation et on va arriver à une équation différentielle qu'on va résoudre dans la question 3. Voilà, donc j'ai placé un vecteur déplacement élémentaire le long du fil de la lame. Donc on constate effectivement que lorsque je me déplace suivant ce vecteur-là, donc la coordonnée suivant E de R augmente un petit peu, ainsi que suivant Eθ. Donc on peut le représenter, ça. Voilà, donc j'ai représenté lorsque je me déplace de D de R, je me déplace de ça suivant E de R, et puis perpendiculairement, je me déplace de ça suivant Eθ. Et le déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques s'écrit comme ceci. Alors on pourrait le déduire de la vitesse en multipliant par d de t, mais en fait je vais l'écrire directement. Ça fait partie aussi des choses qu'il est bon de savoir écrire rapidement. L'expression de la vitesse, je m'en servirai à la fin de cette partie. C'est demandé au début, mais en fait on s'en sert un petit peu plus tard dans l'énoncé. Le déplacement, lorsque j'écris le vecteur déplacement élémentaire, suivant E de R, donc cette direction-là, je vais me déplacer de la coordonnée, de la variation D de R de la coordonnée R.
Donc, en fait, c'est assez facile à écrire, hein. En fait, je me déplace suivant cet axe-là. Suivant θ, je me déplace de R d de θ. Donc je vais juste rappeler un petit peu d'où ça vient, ce terme-là. Dans l'idéal, hein, ce serait bien de savoir écrire ça du premier coup, enfin, de le connaître, cette formule, en fait. Donc là, le d2r suivant e2r, ça c'est assez simple. Pour le r dθ suivant dθ, en fait, ce n'est rien d'autre que l'utilisation de la définition d'un angle. Vous imaginez que je fais une rotation d'un angle tout petit que je note d de θ. Et je note, et la distance de là jusqu'à là, je la note petit r. Et donc si je considère la portion de cercle qui est quasiment un segment, du coup, puisque l'angle de θ est tout petit, et bien par définition, ça c'est r d de θ. En effet, si je prends la définition d'un angle, d de θ, c'est la longueur de l'arc divisée par le rayon. Donc si on dit que cette longueur divisée par le rayon, c'est d de θ, c'est équivalent, on trouve rapidement que la longueur s'écrit r d de θ. Et comme d de θ est tout petit, cette portion de cercle, en fait, on peut l'assimiler à un segment comme ici. Donc finalement, sur mon schéma, je vais pouvoir placer d de r et r d θ. Donc d de r, on va le trouver ici. C'est la distance qui est là. Et r d θ, on va le trouver perpendiculairement. Et arrivé là, en fait, il y a juste besoin d'écrire une petite formule trigo. Hein, vous avez l'angle alpha, en fait, qu'on va retrouver ici. Donc je vais peut-être le positionner. Voilà, j'ai placé l'angle alpha pour qu'on le voit bien. Et donc dans le triangle qui est assez petit, au passage, dans le schéma, c'est vrai que ça aurait été bien de faire un schéma un petit peu plus grand pour qu'on y voit un peu mieux. Mais le problème, évidemment, si je prends un vecteur d2r plus grand, rectiligne, en fait, je ne vais plus réussir à suivre, ça ne va plus aller sur mon schéma, parce que la courbe, le fil de la lame, il est courbe. Et donc, évidemment, je suis obligé de prendre un vecteur d2r qui est suffisamment petit sur mon schéma pour que ça suive à peu près le fil de la lame. Donc je ne peux pas le prendre trop grand. Si je le prends trop petit, évidemment, on ne voit strictement rien. Donc le bon compromis, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et même là, le schéma, il n'est pas très très grand. Donc c'est pour ça que l'angle alpha, je l'ai un peu mis de côté, parce que sinon, vraiment, le schéma devient illisible. Donc, ceci dit, ce que je vais écrire, c'est simplement une petite relation trigo dans ce triangle rectangle, qui est la suivante, c'est que tangente alpha, tangente alpha, c'est le côté opposé sur adjacent. Donc c'est égal à r dθ sur d de r. Donc j'ai quasiment répondu à la question. Le d de r, je vais le mettre là, sur r, et le dθ, je vais le laisser ici. Donc ça va donner le résultat. Tangente de alpha fois d de r sur petit r, c'est égal à d de θ. On encadre le résultat. Donc ça répond à la question. Donc on vous demandait effectivement de mettre le résultat sous cette forme et de trouver la fonction f de alpha. En fait, c'est rien d'autre que tangente alpha. Donc j'encadre le résultat. Voilà. Dans la question suivante, on va résoudre cette équation et trouver la forme de la lame. Voilà, donc je vais passer à la question 3. On va résoudre cette équation, c'est une équation différentielle en fait. Donc je vais poser un signe intégral. Donc comme c'est une égalité, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et je vais préciser les bornes de l'intégrale. Donc là, elles étaient données par l'énoncé. Lorsque θ vaut 0,
Petit r, ça vaut R0. Voilà, donc on a déjà première borne de l'intégrale. On va jusqu'à petit r, et ici jusqu'à θ. Au niveau de... Donc là, il y a un problème, c'est il ne faut pas utiliser dans l'intégrande le même nom de variable que sur la borne de l'intégrale. Donc évidemment, là, c'est exactement, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Bon, il faudrait normalement rebaptiser la variable petit r là-dedans, idem pour θ. Bon, je ne vais pas le faire, donc là, c'est pas très rigoureux. Mais tant pis, voilà. Je vous signale quand même que je ne suis pas tout à fait dans les clous. Donc, je vais trouver une primitive de tangente alpha, enfin je l'ai sortie de l'intégrale, c'est une constante. Et une primitive de 1 sur r, bah, vous la connaissez bien, c'est logarithme de r. Donc, logarithme de petit r, et on rappelle les bornes de l'intégrale, qui sont R0 et R. Donc ici, on a un opérateur crochet. Et là, la primitive, bon, je ne détaille pas, ça fait θ. Hein. L'intégrale de 0 à θ, de dθ, ça fait θ. Je détaille ce terme-là. Donc c'est tangente alpha. J'évalue ce qu'il y a dans le crochet en petit r, moins ce qu'il y a dans le crochet quand petit r vaut R0, et donc ça vaut toujours θ. Le log a des bonnes propriétés, hein, donc la différence d'un log, c'est le log du quotient. Donc on peut continuer à simplifier l'expression. Le tangent alpha, je le passe de l'autre côté, donc je me retrouve avec logarithme de R sur R0, qui est égal à θ sur tangente alpha. Donc je finis le calcul, hein, donc qui n'est pas très difficile. Hein. Donc petit r, c'est égal à R0 exponentielle, donc je prends l'exponentielle de cette expression, de θ sur tangente alpha. Donc ce que vous reconnaissez là, en fait, c'est une spirale logarithmique. Lorsque θ augmente, je m'éloigne exponentiellement du centre de rotation. Donc évidemment, la lame que moi je vais installer sur mon massicot, ce sera une portion de cette courbe-là. Hein. Sinon, il faudrait une lame qui est un peu comme un escargot, quoi, qui tourne et qui s'éloigne rapidement. Donc évidemment, moi je ne prends qu'une portion de cette courbe. On va pouvoir encadrer le résultat. Donc ça répond à la question 3. Dans la question 4, on vous demande, à partir d'une photographie du massicot, celle qui est présentée au début de la vidéo, d'estimer R0. Voilà, donc on va simplement, donc là ça va vraiment être une estimation très grossière. Voilà, dans cette question 4, on vous demande d'estimer R0. Alors je vous rappelle que pour estimer R0, c'est R0, plutôt R égale à R0 lorsque θ vaut 0. Donc ça, c'était indiqué dans l'énoncé. Regardez bien le massicot qu'on vous présente. L'axe X et l'axe Y sont liés à la lame. Ça veut dire que quand vous bougez la lame, lorsque vous manipulez le massicot, l'axe des X et l'axe des Y bougent. Et si vous regardez bien, l'angle θ vaut 0 lorsque le massicot il est ouvert lorsqu'on met la lame à 90 degrés du plateau. Donc le R0, on va le trouver en fait, sauf erreur, à peu près. Il faut imaginer, je continue la lame, donc c'est à peu près ici en fait que serait R0. Bon, on ne voit pas très bien parce que le trait que j'ai représenté est caché derrière l'image, mais si je continuais la lame, donc là, du coup on ne voit pas ma main non plus, si je continue la lame, je vais arriver à peu près ici. Donc c'est à vous, à partir de là, de faire une estimation de R0. Donc R0, ce serait la distance qui est entre le point O et le point, allez, je vais lui donner un nom, je l'appelle A, qui serait ici.
Donc vu que le massicot il a à peu près cette taille-là en vrai, moi j'estime que R0 c'est à peu près 5 centimètres. Mais évidemment cette estimation, donc je le mets en mètres, hein, c'est une estimation très grossière. Hein, évidemment je ne mettrai pas ma main à couper sur la valeur exacte de R0. Mais on peut quand même avoir, on va dire, ce qu'on appelle un ordre de grandeur pour sa valeur. Donc je pars sur R0 pas trop petit, pas trop grand, 5 centimètres, ça me paraît raisonnable. Donc on va pouvoir continuer à la question 5. On va s'intéresser maintenant à la vitesse du point de découpe. Moi, ce que je voudrais, c'est que, bon, on a montré que pour avoir un angle alpha constant, il faut une spirale logarithmique. La question maintenant, c'est, et si je veux un point de découpe qui se déplace à vitesse constante, donc ça c'est à peu près raisonnable comme contrainte, hein, et vous comprenez bien que si vous découpez trop rapidement votre morceau, votre feuille, par exemple, ça peut entraîner enfin, des effets indésirables. Donc évidemment, moi, dans l'énoncé, je vais dire que V ça doit être exactement égal à V0, hein, que le point de découpe ait une vitesse parfaitement constante. En vrai, évidemment, c'est un critère qu'il faut vérifier à peu près. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop lentement. Voilà, donc j'aborde la question 5. Cette fois-ci, on a besoin de l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc je la rappelle, hein, c'est R point, R θ point. Et bon, suivant Z, je mets directement 0. Hein, évidemment, je me doute bien que la vitesse suivant Z n'est pas du tout importante puisque c'est hors du plan de coupe. Hein, donc évidemment, la lame, elle reste bien dans le plan OXY. Donc du coup, je mets 0 et je ne m'occupe pas de cette coordonnée. Elle n'est pas très intéressante. Je vous rappelle le résultat qu'on avait obtenu. Euh, petit r, c'était R0 exponentielle de θ sur tangente alpha. Hein, donc c'est une spirale logarithmique. La spirale logarithmique, hein, je ne l'ai pas représentée, hein, mais si on devait le faire, ça ressemblerait à ça. En fait, c'est un escargot, quoi. Donc, c'est comme un escargot. Je m'éloigne très rapidement, lorsque θ augmente, du centre du repère. Donc évidemment, moi, ma lame, ça va être une portion de cette courbe-là, évidemment. Là, celle que j'ai tracée, ça correspondrait certainement à un angle de coupe un petit peu trop grand. Donc la courbe qu'il faudrait tracer, si on voulait vraiment réaliser un massicot, ce serait une courbe qui s'éloigne encore plus vite. Donc ça, je ne l'ai pas représenté parce que du coup, j'aurais pas un tableau assez grand pour que vous puissiez la voir. Il faudrait prendre un angle alpha plus petit et du coup, on s'éloignerait beaucoup plus vite du centre du repère et effectivement, on verrait que la forme si on prend un petit bout de cette spirale logarithmique, ça peut bien correspondre à la lame d'un massicot. Bon, donc je ferme la parenthèse. Je vais calculer, à partir de là, je vais calculer R point. Ça veut dire que je vais devoir faire une dérivée composée, hein, puisque θ, en fait, dépend du temps. Hein. Donc quand je vais dériver R par rapport au temps, je vais commencer par dériver ça par rapport à θ, et je multiplierai par θ point pour avoir la dérivée temporelle. Alors je vais calculer la vitesse. Alors, donc quand je dérive ça par rapport au temps, donc déjà je commence par dériver ça par rapport à θ. Donc c'est θ sur tangente alpha. Et donc il y a un tangente alpha qui sort, enfin 1 sur tangente alpha qui sort. C'est ce qui est en facteur de θ. Fois θ point. Et ça c'est suivant E de R. Rθ point c'est facile, hein, il suffit de recopier l'expression de R fois θ point suivant Eθ. Évidemment j'ai 0 suivant E de Z.
quand vous avez cette expression, bah, vous vous rendez compte que bah, vous avez quasiment la même chose suivant E de R et E θ. Il y a du R0 exponentiel, θ point. La seule différence, c'est le 1 sur tangente alpha. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre en facteur en fait tous les termes communs aux deux coordonnées. Donc on a R0 exponentielle θ sur tangente alpha, θ point. Voilà, ça c'est les termes communs aux deux coordonnées. C'est un scalaire et je multiplie par un vecteur. Et la coordonnée ici c'est 1 sur tangente alpha suivant E de R, 1 suivant E θ et 0 suivant E de Z. Donc l'intérêt de faire ça, c'est de simplifier un petit peu l'écriture. Hein. Donc effectivement, quand je mets en facteur ce terme-là, on a un vecteur qui s'exprime plus simplement. Et je peux calculer le module de ce truc-là. Le module de ce truc-là, et bien en fait, je peux recopier le scalaire. Il faut juste faire attention à ce qu'il soit positif, ce qui est le cas. Hein. Θ, il augmente, donc θ point est positif. Donc je recopie ce scalaire. Et je multiplie par la norme de ce vecteur. Et la norme de ce vecteur, bah, c'est Pythagore. Hein. C'est racine de 1 sur tangente alpha au carré plus 1. Voilà, donc là, normalement, on va dire, j'ai répondu à la question. Mais quand vous voyez un terme comme ça, soit vous le voyez, tant mieux. Bon, si vous ne le voyez pas, bah, tant pis, bah, vous le laissez comme ça. C'est pas gênant, hein, après tout. Tant que vous ne faites pas d'erreur de calcul, ben, tout va bien. Mais il se trouve que ce terme-là, en fait, on peut vraiment le simplifier. Donc je vais faire un petit calcul à côté pour simplifier ce terme-là. Donc je vais me servir de cette zone-là comme brouillon. Donc je vais écrire que 1 sur tangente carré alpha plus 1, c'est égal, j'écris ce que vaut tangente. Hein. Je vous rappelle que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc ça fait cos carré alpha sur sinus carré alpha plus 1. Je mets au même dénominateur, donc ça fait cos carré alpha plus sinus carré alpha, et enfin le sinus carré qui lui est toujours au dénominateur. Et là on voit que ça fait 1. Donc effectivement là on a une bonne simplification. Hein, tout ce qu'il y a sous la racine en fait c'est 1 sur sinus carré de alpha. Et avec la racine, donc du coup il va rester 1 sur sinus alpha. Et il faut, dans ce cas, l'expression est quand même beaucoup plus simple. Donc ça donne le résultat suivant. La norme de la vitesse c'est le scalaire, donc je vais recopier. R0 exponentielle θ sur tangente alpha fois θ point et fois 1 sur sinus alpha. Voilà. Je le mets comme ça. Donc on a cette expression-là de la norme de la vitesse. Et dans la question suivante, on va simplement écrire que ce truc-là, il faut que ce soit égal à V0. Et en écrivant cela, je vais trouver que θ vérifie une équation différentielle que je peux résoudre facilement. Voilà, j'ai recopié le résultat de la question précédente. Et ce que je vais imposer comme contrainte, donc c'est bon, pour simplifier, je dis que ça doit être constant égal à V0. Hein, donc en vrai, évidemment, ça ne doit pas être si important que ça, la vitesse du point de coupe. Mais dans l'exercice, on impose cette contrainte et on se rend compte que ce truc-là, en fait, on sait résoudre. En fait. On peut trouver à partir de là θ en fonction du temps. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tous les termes constants, je vais les mettre dans le membre de droite de l'équation. Donc le sinus alpha, je le mets ici. Le R0, je vais le mettre au dénominateur pour
on va dire, se débarrasser des constantes. Je les mets toutes ensemble et elles vont moins m'embêter en quelque sorte. Donc vous avez exponentielle de θ sur tangente alpha, θ point, c'est égal à V0 sinus alpha sur R0. Donc cette équation différentielle, donc il y a deux options. Soit vous avez le coup d'œil et vous voyez tout de suite une primitive de ce truc-là, effectivement, ça on peut le faire directement. Sinon, vous pouvez, on peut faire ce qu'on appelle une séparation de variables. Donc on va dire que θ point c'est d 2 θ sur d 2 t. Et quand je fais ça, bah, en fait, je fais apparaître le temps et θ, et le d 2 t qui va être au dénominateur, je vais le mettre ici. Bon, en faisant ça, évidemment, vous allez voir que c'est pas très... Enfin, vous allez voir. Non, justement, je vais le faire et ça va quand même fonctionner. Mais c'est pas très rigoureux ce que je vais faire dans un instant. Donc normalement, je n'ai pas le droit de séparer le d2θ et le d2t. Hein, ça, en fait, c'est une notation pour dire que je dérive θ par rapport au temps. Mais en fait, je vais traiter le numérateur et le dénominateur comme si c'était des réels. Donc le d2t, je vais le mettre là. Donc bon, c'est pas très, très rigoureux de faire ça. Donc ça fait exponentielle de θ sur tangente alpha d2θ. C'est égal à V0 sinus alpha. Bon, je recopie la constante. Hein. Alors, il peut arriver que quand vous faites ce genre d'exercice et que vous sentez que vous êtes parti pour des calculs assez longs, vous pouvez très bien, à un moment donné, dire voilà, ce truc-là, je donne un nom, je l'appelle bêta, gamma, enfin ce que vous voulez. Et du coup, ça vous allège un petit peu l'écriture. Là, ça vaut pas le coup parce que j'ai quasiment fini mon calcul. Donc, comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le signe somme. Donc, je vais faire une intégrale en précisant bien les bornes de l'intégrale. Donc, pour le temps, ça va être assez simple. Hein. Je pars de 0 et je vais jusqu'à l'instant t. Une fois de plus, je devrais en principe rebaptiser la variable temps qui apparaît dans l'intégrande. Bon, je ne le fais pas, ça c'est pas vraiment utile pour cet exercice. Hein. Là, c'est vraiment simple. Hein. Et là, ce ne sera pas très compliqué non plus. Pour θ, normalement, l'angle de découpe, au moment où je commence à découper, bah, je ne suis pas forcément à θ égale 0. En fait, je suis sur un angle qui dépend de où vous avez mis sur votre système ce que vous voulez découper. Donc a priori, il faudrait que je mette un angle, je sais pas, je l'appelle θ0, ce que vous voulez. Donc, il se trouve que c'est pas très important le point de démarrage. Donc, pour simplifier, je vais considérer que je démarre d'un angle 0. θ égale 0 et je vais jusqu'à l'angle θ. Donc, je fais la même remarque par rapport au nom de variable hein, qu'il faudrait rebaptiser θ dans l'intégrante. Donc, si on fait le calcul, donc évidemment là je ne le fais pas, je cherche une primitive de ce terme-là, et en fait vous n'avez pas de mal à vous convaincre qu'une primitive c'est ça. Effectivement, vous dérivez ça, vous tomberez là-dessus. J'intègre j'oublie pas les bornes de l'intégrale, et ici cette intégrale, évidemment ça vaut V0 sinus alpha fois le temps sur R0. Voilà, donc j'ai quasiment fini le calcul, donc je vais reprendre ici cette équation et achever le calcul et j'aurai θ en fonction du temps. Donc je vais finir le calcul, donc j'ai repris la dernière ligne.
Alors ça donne ceci. Donc le tangent alpha, je vais le sortir directement hein, avant d'appliquer l'opérateur crochet. Donc ça fait exponentielle. Donc j'évalue ce truc-là en θ. Donc ça fait exponentielle de θ sur tangente alpha. Moins ce truc-là évalué quand je prends θ égale 0. Donc c'est-à-dire moins 1. Hein, exponentielle de 0, ça fait moins 1. Ici, oula, j'ai oublié le temps. Donc ça fait V0 sinus alpha sur R0 fois le temps. Donc j'ai quasiment fini. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir θ en fonction du temps. Donc il suffit simplement de remanier un petit peu cette équation. Alors il y a une simplification que je vais faire tout de suite, c'est que comme tangente alpha, c'est sinus alpha sur cos alpha. Le sinus alpha, du coup, j'en ai de chaque côté. Il va se simplifier. Donc allez, je vais l'écrire. Donc sinus alpha sur cos alpha. Vous avez ce terme-là. Bon, je le recopie rapidement parce que c'est pas là que c'est important dans cette simplification. Voilà. Eh bien, vous avez le sinus alpha qui disparaît de chaque côté. Le cosinus alpha, je vais le repasser là. Il va prendre la place du sinus alpha. Ce qui fait que je me retrouve avec exponentielle de θ sur tangente alpha moins 1 qui est égal à V0 cos alpha fois t sur R0. J'ai quasiment fini, donc le moins 1, je le passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Je prends le log, et bon, vous n'avez pas de mal à vous convaincre que vous faites vérifier le calcul, hein, mais ça fait ça pour θ. Donc c'est tangente alpha fois logarithme de 1 plus V0 cos alpha fois t sur R0. Donc j'ai mon expression, j'y suis arrivé, hein, j'ai mon expression de θ en fonction du temps. On peut la tracer hein, pour voir un petit peu l'allure qu'elle a. Donc si on se donne, oui, j'ai de la place ici. Donc je me donne un axe désordonné avec θ. Ici le temps. Et là, en gros, ce que je peux quand même vérifier une chose, c'est que la courbe, elle part bien de θ égale 0. Hein, en effet, si je prends t égale 0, on a logarithme de 1. Logarithme de 1, c'est 0. Donc je pars bien d'ici, donc tout va bien. C'est quand même une vérification élémentaire qui doit être vérifiée puisque ça correspondait à mes choix au niveau des bornes de l'intégrale. Hein. J'ai pris θ égale à 0 lorsque t vaut 0. Donc ça, je retrouve ce résultat. Et lorsque le temps augmente, en gros, je vais tracer logarithme, en gros. Et la fonction logarithme, vous savez qu'au bout d'un moment, elle continue à augmenter, mais elle augmente très très lentement. Donc l'allure de la courbe, ça va donner quelque chose comme ça. Et donc θ augmente très lentement. Hein, au début, ça va relativement vite, et puis après, on va pas dire que ça stagne, mais la θ augmente très lentement. Donc c'est normal, puisque lorsque vous faites la découpe, le point de découpe, il s'éloigne du centre de rotation. Donc si vous voulez qu'il ait une vitesse constante, il faut aller de plus en plus lentement en fait. Donc évidemment, on n'a pas besoin de tout ça pour savoir se servir d'un massicot, heureusement d'ailleurs. Mais bon, ça a été on va dire un prétexte pour faire des calculs de cinématique sur ce dispositif. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.